On comprend pourquoi est-ce que le monde occidental est en stress. C'est pour ça que c'est vraiment un point de départ très intéressant pour une Afrique nouvelle. L'une des préoccupations donc des peuples de l'AES actuellement, c'est la question de la monnaie. Qu'avez-vous à dire à ces peuples-là de l'AES qui pensent qu'il faut aller vite et maintenant? Je voudrais écarter l'idée que ça va prendre, qu'on va encore devoir attendre 3 ans, 5 ans avant. Non. On n'est pas là. Le meilleur contexte, c'est de lancer la monnaie dans l'État unitaire, dans la fédération. Et la fédération peut se faire, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps pour faire la confédération, ça n'a pas besoin de prendre longtemps pour continuer la route vers la fédération. L'AES deviendra un pays, assurément le pays le plus grand d'Afrique. Vous n'imaginez pas l'impact qu'aurait la fédération de l'AES quand ce sera mis sur pied. Juste pour vous donner un bref aperçu, l'AES sera le 6e pays le plus grand du monde et il sera immédiatement le pays le plus grand d'Afrique. Ça fait un total de 74 millions d'habitants, ce qui va représenter 5,4% de la population de l'Afrique tout entière. Le Niger est riche en uranium, vous-même vous le savez, en or et en pétrole. Le Mali et le Burkina Faso ont du coton à profusion, de l'or à profusion et un potentiel hydro-agricole immense, gigantesque, faramineux. Vous estimez peut-être que j'utilise des superlatifs, mais c'est vrai. Donc la mise en commun de toutes leurs ressources va d'abord permettre un développement local hyper rapide, hyper accéléré. Parce que là, ils vont contrôler chaque centimètre de leurs ressources et chaque centimètre de leur territoire. Sans parler maintenant du poids politique. Parce qu'un État fédéral au Sahel... Ils vont même devenir l'armée qui forme les autres armées en Afrique, en fait. Je vois ce grand espace qui va devenir le socle de l'envol de l'Afrique vers l'autodétermination et vers la prospérité. Je vois l'AES comme vraiment le point de départ de la vraie intégration des peuples africains. Si ça marche ici, ça va donner du courage à d'autres dirigeants qui tremblent là-bas dans leur palais présidentiel, qui se disent que non, si on fait ça, le ciel va nous tomber sur la tête. Ça va donner de l'enthousiasme aux autres peuples qui vont mettre la pression sur leurs dirigeants pour qu'ils s'alignent aussi dans cette dynamique. Il a même demandé à ce que les élections présidentielles soient organisées dans un bref délai. Comment est-ce que vous appréciez cette déclaration donc de l'ONU? Sa maman qui fiche le camp aux gens. Quand on a des problèmes, ils ne parlent jamais. C'est qu'on est en train de les résoudre, que vous voyez les gars débarquer. Qu'il aille d'abord demander à Zelensky en Ukraine de faire les élections et qu'il aille dire à l'Arabie Saoudite de mettre en place des partis politiques. Et puis il revient, on va discuter. Une nouvelle vidéo react sur une interview de Nathalie Yamb où on parle de fake news, de manipulation médiatique et d'autres sujets. Notre invitée C360 de ce mercredi est Nathalie Yamb. Elle est activiste, elle est panafricaniste, comme on l'appelle affectueusement la dame de Sochi. Nathalie Yamb, bonjour. Bonjour, merci d'être venue. Merci de m'avoir convié. Avec vous, on va parler donc de l'Alliance des États du Sahel, le point de départ d'une vraie souveraineté africaine. On va poser la question et certainement qu'on aura de bonnes réponses. Alors, question d'entrée, Nathalie Yamb. Quelques jours après votre arrivée au Burkina Faso, on a vu cette fake news qui a circulé. On a dit que vous avez été nommé ministre d'État par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment avez-vous vécu ce moment? Bon, écoutez, j'ai d'abord rigolé parce que j'ai pensé que c'était évident que c'était une fake news. Et puis après, j'ai commencé à recevoir des messages sur mon WhatsApp. Même des gens qui avaient disparu de ma vie depuis quelques années m'envoyaient des « Ma chère amie, mes félicitations !» J'ai compris qu'il était peut-être temps que je m'exprime sur le sujet. Non, je pense que les fake news, j'y suis un peu habituée depuis plusieurs années. Je pense que celle-ci particulièrement avait pour objectif de détourner l'attention et l'énergie des gens de ce qui était important, de ce qui se passait, c'est-à-dire la cérémonie d'inauguration du mausolée, donc la célébration de Thomas Sankara, la riposte des VDP et des FDS militaires à l'intérieur du pays. C'est ça qui est important. Et ce genre de fake news, ça sert à détourner l'attention et peut-être à vouloir créer des rancœurs en se disant, bon, nous ici au Burkina, on souffre, et puis il y a ceux qui viennent du dehors et à qui on donne des titres. J'ai vu que j'avais aussi droit à une villa, à 5 voitures, à 8 gardes du corps, je crois que j'avais 5 millions de salaire. Moi-même, je me suis dit que, mais dis donc, mais je suis bien là. Cela vous a affecté?
Non, ça ne m'affecte absolument pas. Alors, En fait, les gars ne s'arrêtent jamais, hein. Là, on ne peut même pas savoir si ça partait d'une bonne intention ou d'une mauvaise intention quand on voit les potentiels retours négatifs que ce genre de fake news peut avoir. Donc, elle vient dans un pays en visite pour un mausolée, une cérémonie officielle, et on va tout porter lui donner. En vertu de quoi? C'est pas comme ça que ça marche. Mais les gens sont mal intentionnés. Parce que moi-même, quand je suis tombé sur l'information, ça m'a d'abord surpris. J'étais en mode, ok, comment c'est possible? Genre, c'est même pas un statut spécial, non, littéralement ministre. Il y a un problème. Donc, je suis allé vérifier l'information. Vu que je tombe sur l'information la première fois sur Facebook, ensuite je revois ça sur TikTok et puis j'ai vu des gens en faire des vidéos sur YouTube. J'ai dit, mais non, c'est pas vrai. Quand je pars vérifier l'information, en à peine un clic, je comprends que c'est une fake news. Bon, je zappe l'affaire, mais je n'imaginais pas à quel point ça avait déjà pris de l'ampleur. Ça, c'est pour une personne extérieure. Donc, imagine un peu pour elle qui vit le truc et que c'est son nom qui est mis devant. Parce que, comme elle dit, ça pouvait créer de la frustration. Les gens allaient dire, voilà, nous on est là, on est dans le pays, on n'a rien, elle arrive, on lui donne tout, ce n'est pas normal. Ensuite, il pourrait y avoir représailles sur elle, hein. Je ne sais pas si elle va le mentionner plus tard, mais il pourrait y avoir représailles sur elle. Elle a parlé des personnes qui l'ont contactée, des personnes avec qui elle n'était plus en contact depuis longtemps, qui ont commencé à réécrire que mais comment tu vas, j'ai appris une bonne nouvelle te concernant. Et il y a d'autres qui vont la voir dans des événements publics, commencer à la haïr à distance et dire pourquoi est-ce qu'elle a droit à tout ça et tenter quelque chose contre elle. C'est en ça que c'est dangereux, ce genre de fake news. Donc, elle a très bien fait, elle d'ailleurs qui maîtrise assez bien la communication, de rapidement répondre et de démentir cette fausse information. Parce que les conséquences peuvent aller très vite en catastrophe. vraiment, absolument pas. Cela vous a affecté? Non, ça ne m'affecte absolument pas. Alors, vraiment, absolument pas. J'essaie simplement de m'assurer que les gens comprennent qu'il ne faut pas qu'ils se détournent. L'information et la communication sont des instruments de guerre. Et ce genre de fake news a toujours une raison d'être. Et la raison, justement, c'est de nous diviser et de nous détourner de l'essentiel. Donc, je rappelle à tous qu'il faut faire preuve de discernement et rester concentré. Alors, nous allons parler. D'autant plus que la plupart du temps, vérifier des fake news, ce n'est pas difficile. Un peu de bon sens, vraiment, une connexion Internet de base te permet de vérifier une fake news. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir des fake news beaucoup plus travaillées, beaucoup plus organisées. Mais dans l'écrasante majorité des cas, si on peut vérifier, on vérifie. C'est mieux en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me précipite pas de tout annoncer ce que j'apprends. Je fais quand même un travail de filtrage à minima avant de venir vous parler de X ou de Y sujet. Alors, nous allons parler donc de la question de l'AES depuis donc le 16 septembre 2023 où l'Alliance des États du Sahel a été créée. Elle est passée à la Confédération le 6 juillet 2024. Donc, après une rencontre, il y a eu un sommet des 3 chefs d'État. Bientôt 1 an donc que cette confédération existe. Déjà, quelle est votre appréciation à 1 an déjà donc de la création de cette confédération? Écoutez, je suis impressionnée par ce qui a été déjà mis en œuvre. Il y a amener ensemble 3 États, c'est pas une chose aisée. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et il y a beaucoup qui a été fait en 1 an. Je veux dire sur des choses comme le drapeau, maintenant l'hymne qui vient d'être... La confédérale. La confédérale qui vient d'être présentée et qui retentira certainement lors du prochain sommet des chefs d'État qui verra une tournante dans la présidence de l'AES. Les mesures qui ont été prises au niveau diplomatique où on s'est habitué à voir les 3 pays être représentés ensemble sur la scène internationale et même s'ils n'y vont pas ensemble dans certains forums, la personne qui est là porte la voix de l'AES et présente des projets de l'AES. Il y a eu des mesures communes qui ont été prises sur le plan militaire avec la concrétisation du théâtre confédéral des opérations. Il y a eu des mesures qui ont été prises en termes d'harmonisation des taxes de l'espace AES. Donc il y a énormément de choses qui se sont faites visiblement. Il y a encore plus de choses qui sont en train de se faire invisiblement. Il y a encore plus de choses qui sont en train de se faire loin des regards du public parce que tout ne se fait pas en plein jour et qu'il y a des choses qui se préparent derrière. Donc je suis encouragée, je suis fière de ce qui a été fait et j'espère qu'on continuera d'avancer à un rythme soutenu pour arriver à la fédération. Pourquoi est-ce que l'AES symbolise un point de départ d'une véritable souveraineté en Afrique? C'est important de se poser la question. En fait, là, comme ça, de manière inspirée, on peut dire pourquoi. Première chose, il y a la rupture avec la colonisation.
quelle qu'elle soit, sous quelque forme qu'elle soit. Il y a la rupture avec la colonisation. Le premier défi que l'on doit gérer, la colonisation mentale, culturelle, spirituelle, c'est-à-dire que c'est tellement difficile. Donc, la rupture de l'AES avec la France et les autres puissances coloniales fait en sorte que l'on dégage de toute forme de tutelle politique. Ils ont réussi à briser un tabou que beaucoup trop de chefs en Afrique, de chefs d'État, de chefs de gouvernement en Afrique refusent de faire. C'est-à-dire remettre en cause le néocolonialisme. Ce colonialisme 2.0 déguisé en accord de coopération, ce qui n'a aucun sens. Ensuite, il y a le rejet de la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'est qu'une sous-organisation néocoloniale, c'est tout. Ils affirment leur droit de choisir leur propre voie d'intégration et de coopération régionale. Ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations coloniales. Ils partent sur la base du panafricanisme, de leur intérêt mutuel pour la sécurité et de leur stratégie et leur vision politique d'ensemble. Le tout n'est pas qu'on soit nombreux, c'est est-ce qu'on arrive à avancer. C'est ça le plus important. Or, avec la CEDEAO, l'AES n'avance pas. Avec des organisations comme la CEDEAO, les pays africains n'avancent pas. Au niveau de la vision sécuritaire, plutôt que de dépendre des armées étrangères, l'AES est en train d'autonomiser sa propre force militaire. Ils coopèrent à tous les niveaux et ils mutualisent leurs ressources. Tu n'as pas de drone, ce n'est pas grave, j'en ai 10 pour toi. Prends. Parce qu'on doit travailler ensemble, parce qu'ils ont des frontières communes, parce que c'est le même peuple, parce qu'ils ont la même vision. Ils ne sont pas là en train de parler de différences, en train de parler de religion, en train de parler de tribus, en train d'expliquer que ton grand-père avait volé mon terrain. Non, c'est pas là où ils sont. Ils ont une vision beaucoup plus enracinée. Ils sont patriotiques et populaires. Ils axent leur pensée pour le bien-être des peuples. Et c'est pour ça qu'ils déferlent leur colère contre le terrorisme, parce que le terrorisme empêche le bien-être des peuples. Et on voit toutes les techniques d'ancrage, c'est-à-dire de mise en place des bases solides de l'AES en vue d'une potentielle expansion. Déjà, la coopération sud-sud, c'est sûr qu'ils le feront. Russie, Chine, Brésil, etc. L'adhésion d'autres pays sera plus tard possible. Une fois qu'ils seront devenus antifragiles littéralement. Donc ils auront mis toutes les sécurités et toutes les solidités qui leur permettent de s'étendre, de porter en fait plus que ça. Et comme elle disait, à terme, le but c'est de devenir une fédération militaire, une fédération économique autonome, une fédération monétaire également. Une monnaie qui sera très loin du franc CFA. Donc quand on met tous ces éléments bout à bout, on comprend pourquoi est-ce que le monde occidental est en stress. Parce que l'AES est en fait une étoile qui brille dans le ciel, dans un ciel obscur. Tout le monde a le regard fixé sur cette étoile et en mode, c'est là-bas notre destination. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment un point de départ très intéressant pour une Afrique nouvelle. Pour une Afrique qui se guérit de tout le mal qu'on lui a causé. Récemment même encore, j'avais une conversation sur les affaires de trafic de jeunes. C'est-à-dire que des organisations viennent dire que ils adoptent les enfants africains pour aller les mettre dans des réseaux où on va faire toutes sortes d'abus sur eux. Des réseaux internationaux, financés par les gens qui prétendent protéger les autres. Ce sont des trucs qui doivent cesser. On ne dit pas que ça ne se passe pas dans des pays puissants. Mais on dit qu'au moins, eux, ils peuvent les combattre. Ils ont la souveraineté de les combattre, de les traquer, de les juger, de les punir. Ce qu'on n'a pas en Afrique. Pour peu qu'on aura arrêté un de ces trafiquants-là, vous verrez comment l'ambassade va venir dire « Mais non, c'est bon, c'est un de nos gars. » Bon, ou alors il va donner quelques billets et les gens vont laisser couler l'affaire. En attendant, il y a plein de personnes qui ont été kidnappées. On ne sait pas où ils sont et ils sont en train de subir des trucs. On ne sait pas quoi. Ils maudissent leurs parents de les avoir mis au monde alors que ce ne sont pas eux les responsables. C'est ça le truc. À la fédération. À la fédération. Alors, beaucoup de choses ont été faites. L'une des préoccupations donc des peuples de l'AES actuellement, c'est la question de la monnaie. Oui. Vous en aviez parlé dans l'une de vos vidéos récemment. Le président du Faso, lors de sa dernière visite en Russie, a abordé aussi la question, autant pour moi. Et aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à ces peuples-là de l'AES qui pensent qu'il faut aller vite et maintenant dans la création de la monnaie? On se rappelle, vous l'aviez dit, il faut aller, voilà, pas à pas. Il y a d'autres implications donc avant la création de cette monnaie. Qu'avez-vous à dire à ce peuple-là qui pense qu'il faut aller rapidement? Bon, hâtons-nous lentement, dit-on. C'est un oxymore. Non, ce que j'ai expliqué, c'était les différentes étapes, enfin certaines des différentes étapes, pour que les gens comprennent que la monnaie, c'est pas j'entre quelque part, je choisis un imprimeur, on lance. Juste pour qu'on comprenne que ce n'est pas un processus aussi facile que ça. Le fait qu'il y ait plusieurs étapes à faire ne veut pas dire que ça va prendre énormément de temps. Non, il y a des choses qui se font de façon concomitante, qui se font rapidement. Donc, je voudrais écarter l'idée que ça va prendre, qu'on va encore devoir attendre 3 ans, 5 ans avant. Non, on n'est pas là. Mais je voulais juste que les gens comprennent qu'il y a différentes étapes. C'est une question de volonté politique et c'est aussi une question de contexte. On lance une monnaie, pas pour qu'elle échoue,
mais pour qu'elle nous amène vers la prospérité. Donc, il y a un contexte économique, un contexte sécuritaire, un contexte politique, un contexte diplomatique, un contexte communicationnel à mettre en place avant de lancer la monnaie. Et je crois que dans mon émission, j'ai expliqué que le meilleur contexte, c'est de lancer la monnaie dans l'État unitaire, dans la fédération. Et la fédération peut se faire, vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps pour faire la confédération, ça n'a pas besoin de prendre longtemps pour continuer la route vers la fédération. C'est l'espoir de tout le peuple. La fédération, ça va devenir un pays. L'AES deviendra un pays, assurément le pays le plus grand d'Afrique. Vous n'imaginez pas l'impact qu'aurait la fédération de l'AES quand ce sera mis sur pied. Juste pour vous donner un bref aperçu. La superficie du Mali, c'est 1 240 km. La superficie du Niger, c'est 1 267 000 km. Et le Burkina Faso, on parle de 272 000 km. Donc ça fait qu'ensemble, là, on est à environ 2 780 km. C'est monumental, c'est immense. L'AES sera le 6e pays le plus grand du monde. Il sera entre l'Argentine et l'Inde. Donc avec une capacité d'accueillir une population massive. Et il sera immédiatement le pays le plus grand d'Afrique, devant l'Algérie. Immédiatement, genre, dès qu'ils deviennent une fédération là, c'est bon, on a le pays le plus grand d'Afrique qui s'est créé une fois. Et ça fait que la lumière sera encore plus grande. Parce que là maintenant, ce ne sera pas 3 petites lumières, ce sera une grande masse critique. Ce sera une plus grande lumière qui va encore vouloir attirer les gens. Que c'est le bout du tunnel là-bas. En termes de population, on part sur 23 millions au Mali, 27 au Niger et 24 millions de personnes au Burkina Faso. Ça fait un total de 74 millions d'habitants, ce qui va représenter 5,4% de la population de l'Afrique tout entière, parce que la population de l'Afrique est estimée à 1,4 milliard d'habitants. Ce sera un pays plus peuplé que la plupart des pays d'Afrique, plus peuplé que l'Afrique du Sud. Le Niger est riche en uranium, vous-même vous le savez, en or et en pétrole. Le Mali et le Burkina Faso ont du coton à profusion, de l'or à profusion et un potentiel hydro-agricole immense, gigantesque, faramineux. Vous estimez peut-être que j'utilise des superlatifs, mais c'est vrai. Ce n'est que la vérité. C'est simplement que les autres ont eu l'habitude de minimiser ce que l'on a pour pouvoir continuer de les pomper. Mais on a des richesses faramineuses. Donc, la mise en commun de toutes leurs ressources va d'abord permettre un développement local hyper rapide, hyper accéléré. Parce que là, ils vont contrôler chaque centimètre de leurs ressources et chaque centimètre de leur territoire. Ils auront une population qui va consommer. Donc, n'importe qui voudra faire le commerce avec eux va savoir qu'ils auront de l'argent. Vous imaginez qu'il y a 74 millions de personnes qu'il faut nourrir, habiller, loger, qui veulent des objets de consommation du quotidien, téléphone, je sais pas, internet, babouche, bref, tout ce que l'on peut avoir dans une maison, ils veulent. Même les objets de décoration, des rideaux, des pagnes, tout. 74 millions de personnes qu'il faudra fournir en continu. 74 millions de personnes qu'il faut fournir en électricité, en eau. Vraiment, il y a le marché. Il y aura les industries frontalières qui vont se créer. Ils pourront négocier maintenant au prix international leurs matières premières. Ce sera réellement et bien négocié. Pas le fait que la France fait semblant de négocier, achète à ses prix, décidé en fonction de comment ils se sont levés un matin. Non, ça va s'arrêter. Et ils auront une réelle sécurité énergétique régionale. Sans parler du fait qu'ils pourront vendre l'énergie à leurs voisins. Donc eux, ils ne seront pas destinés à être les débouchés de tout le monde. Non. Ils peuvent aussi être des vendeurs pour les autres en termes d'énergie. Et on sait très bien que l'Afrique manque cruellement d'énergie. Du moins d'exploitation de l'énergie. Sinon, en termes d'énergie brute, non convertie, non utilisable, là pour pouvoir charger votre téléphone, on n'a pas. Mais en termes de potentiel énergétique, il y a tout. Ça fait des décennies que le Niger seul alimente en électricité toute l'Europe. Et il y a encore assez pour pouvoir continuer d'alimenter toute l'Afrique et bien plus encore. Simplement que les gars là sont mal intentionnés, c'est tout. Ils auront leur propre monnaie, leur propre banque. Et un financement interne à tous leurs projets, sans dépendre de l'extérieur, du FMI et de toutes ces organisations mafieuses-là. Sans parler maintenant du poids politique. Parce qu'un État fédéral au Sahel, c'est un acteur géopolitique de premier plan. Tout le monde voudrait être son ami. Ils auront un siège renforcé à l'Union africaine. Si entre-temps, on ne pousse même pas la destruction de cette organisation inutile. Ils auront une seule armée fédérale, avec un seul commandement unifié. Ça va permettre une lutte d'une efficacité extraordinaire contre tout envahisseur. Parce qu'à cette allure-là, on les aurait déjà éliminés depuis. On ne parle pas simplement d'une coopération militaire rationalisée, mais littéralement de la même armée. Ils vont même devenir l'armée qui forme les autres armées en Afrique, en fait.
Et donc, à travers cette maîtrise, ils ont une souveraineté réelle de l'ensemble de leur territoire. Et un État fédéral AES va devenir un aimant pour tous les autres États africains en quête de souveraineté. Tous ceux qui veulent être libres du colonialisme, de l'impérialisme, vont aller dealer avec eux, vont même vouloir intégrer la fédération, après avoir respecté les conditions qu'ils vont mettre en place. La Centrafrique pourrait les rejoindre, le Tchad pourrait les rejoindre. Et vous réalisez que ça va amorcer un véritable fédéralisme panafricain. Littéralement, ce sera ça, la définition la plus brute du panafricanisme. C'est un peu comme la Pangée là, qu'on parle de la masse de terre qu'il y avait avant que les continents ne se divisent. Le panafricanisme. Les États-Unis souverains d'Afrique. Ce sera le début de ça en réalité. Donc, c'est d'une extraordinaire beauté pour nous et c'est pour ça que l'on doit tout faire pour protéger ça. Parce qu'en face, ils voient le danger. Et ils ont tout intérêt à ce que ça se fragmente. S'ils peuvent même encore diviser les pays là en 6 chacun, ils vont le faire. Juste pour éviter le souverainisme et l'union. L'union fait la force. Ça n'a jamais été autant vrai que dans tout ce que l'on voit au quotidien. L'union fait la force. Tous cela s'unissent. Ils sont constamment en train de s'unir. Mais nous, quand on veut nous unir, on veut commencer à créer la différence entre nous. Oh, tu ne vois pas que tel est un plus petit nez que vous. Oh, vous ne voyez pas comment on est en train de bien les traiter, vous êtes maltraités. Oh, en fait, à la base, c'était vos terres ici, ils sont venus voler. C'est les pièges. Nous diviser pour mieux régner. Parce qu'on sait que contre 1 milliard d'individus, ils ne peuvent rien faire. Par contre, contre des petits groupes de 20 millions de personnes, là, ils peuvent contrôler les choses. Partons 1 milliard et on voit s'ils arrivent à faire quoi que ce soit. La fédération. C'est l'espoir de tout le peuple de l'AES. Oui. Alors, quel est aujourd'hui, Nathalie Yam, votre... comment voyez-vous l'avenir de l'Alliance des États du Sahel? Je la vois déjà en route vers la fédération. Je vois ce grand espace qui va devenir le socle de l'envol de l'Afrique vers l'autodétermination et vers la prospérité. Je vois l'AES comme vraiment le point de départ de la vraie intégration des peuples africains. Les États que nous avons et les organisations régionales, les sous-régionales et continentales que nous avons sont avant tout des intégrations d'États. Et d'États qui ont été artificiellement dessinés ailleurs sans nous. Donc pour moi, la vraie intégration, c'est l'intégration des peuples et l'endroit où elle se met en place, c'est ici dans l'AES. Et j'espère et je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir et j'appelle tout le monde à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela réussisse et que nous soyons tous mobilisés parce que si ça marche ici, ça va donner du courage à d'autres dirigeants qui tremblent là-bas dans leur palais présidentiel, qui se disent que non, si on fait ça, le ciel va nous tomber sur la tête. Ça va donner de l'enthousiasme aux autres peuples qui vont mettre la pression sur leurs dirigeants pour qu'ils s'alignent aussi dans cette dynamique d'émancipation, de dignité, de reconquête de nos instruments de souveraineté et de nos instruments de prospérité. Alors, quand on vous suit, on comprend déjà que l'AES et ce regroupement-là porte d'espoir donc pour l'unité, pour la souveraineté vraie de l'Afrique. Mais on se pose aussi des questions. Vous avez abordé les différents blocs qui existent aujourd'hui, dessinés donc par l'Occident. On a qu'on appelle au moins 5 ou 6. Est-ce que avec ces différents blocs qui existent, sans oublier aussi l'Union africaine, on pourra un jour parvenir et arriver donc à avoir cette Afrique-là unie et souveraine, surtout la vraie? Oui, je pense vous savez, dans toute chose, il faut commencer par des petits pas. Quand on vous dit, vous allez devoir construire cet immeuble, vous vous dites, waouh, je vais commencer par où? Et puis vous prenez une brique après l'autre et vous avancez. Et quand vous décomposez les grandes tâches en petites étapes, ça avance plus vite. Oui, bien sûr, il y a des organisations sous-régionales qui existent. Nous, ici, on est sortis d'une organisation sous-régionale existante pour créer une confédération. Il en existe à côté de celle qui a été quittée. Il y en a plein d'autres. Il y a le Conseil de l'Entente, le CENSAD, il en existe déjà. Oui. Donc, on bâtit des relations. La CEDEAO coexistait avec d'autres organisations dans la même sous-région. L'AES va coexister, va établir des relations multilatérales avec ces organisations-là. Les pays membres de l'AES vont continuer d'avoir des relations bilatérales avec les autres membres et petit à petit, ça va se former autour. On ne vient pas pour tout effacer du jour au lendemain, mais pour donner le là de départ.
L'AES, c'est avant tout une vision, un esprit et des principes. Géographiquement, les 3 pays sont dans le même espace, mais il y a des gens qui peuvent avoir l'esprit AES ou la vision AES ailleurs dans le continent. Il ne faut pas nécessairement ne voir que la dimension géographique de la chose. Je pense que tous ceux qui ont envie ou qui ont décidé qu'ils se feraient respecter sur le terrain international, qu'ils mettraient en avant les intérêts de leur population avant de défendre les intérêts des puissances étrangères, qui accordent de l'attention aux valeurs de la dignité, de l'humanité, du respect. Tous ceux-là sont dans un esprit AES. Ça ne veut pas dire que physiquement on va faire une confédération et puis non. Mais petit à petit, les gens vont... Et quand il y aura une symbiose des esprits, bon, après, on va reprendre encore une autre gomme et effacer d'autres frontières jusqu'à arriver à un bloc qui, même si géographiquement, ça ne va pas faire un seul pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, encore qu'il ne faille même pas l'exclure. Les États-Unis sont là pour nous montrer que 50 différents États peuvent constituer un pays. Mais déjà, si on sait que quand on va sur la scène internationale, on porte une voix africaine, des intérêts africains, et qu'on ne va pas là-bas pour s'aborder son voisin, défendre l'étranger. Si déjà on arrive à aller dans des sommets et dans des réunions internationales pour porter des projets communs africains, je pense qu'on aura déjà réalisé pas mal. Je voulais dire un truc. Dans ma prochaine réincarnation, si j'en ai une prochaine, je vais adorer étudier cette partie de l'histoire de l'Afrique. Je vous assure que je vais adorer étudier ça. C'est-à-dire les moments où les prémices, les choses étaient en train de se construire, où les révolutions sont arrivées, où les esprits et les mentalités ont commencé à changer, où on a vu des populations se lever pour pouvoir défendre les dirigeants de l'AES. Je vais adorer étudier ça dans l'histoire. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais adorer l'étudier. Et peut-être que je ne saurais jamais que j'étais vivant pendant cette période-là. Ça n'a aucune importance. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais beaucoup apprécier l'étudier. Comprendre les dynamiques, surtout si j'ai le même esprit que dans cette vie-ci. J'espère vraiment que j'aurai le même esprit. J'espère que je n'aurai pas un esprit différent. Mais si j'ai le même esprit, je sais que je vais adorer ça. Parce que la genèse des choses, c'est un domaine qui m'a toujours fasciné personnellement. Le comment, le pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait avant. Comment ça s'est passé pour qu'on quitte d'un état là à un état là. Donc, je vais adorer ça. Vraiment, c'était juste une parenthèse. On termine la vidéo. Cela m'amène à vous poser une question, et l'avant-dernière certainement. Alors, en tant qu'ami du peuple de l'AES, depuis votre position, comment est-ce que vous sentez ce peuple de l'AES? Comment est-ce que vous vivez l'AES depuis votre position en tant qu'ami donc de ce peuple? Ah, moi, je suis même dans le peuple de l'AES. Hein. Vous n'allez pas pouvoir me sortir de là. Non, j'en parlais d'ailleurs hier soir à des amis. Le peuple est prêt. Le peuple de l'AES existe déjà. En fait, les populations se voient déjà comme un peuple. Et ce qui les lie, ce qu'on constate, c'est que c'est la même détermination, la même fierté, la même résilience, la même volonté de vouloir aller de l'avant et de ne plus revenir en arrière. Partout où je passe, je voyage beaucoup, je donne des conférences en Afrique du Sud, au Kenya, un peu partout. Partout, on me dit « I want my AES passport. How can I become an AES citizen? Comment est-ce que je peux devenir un citoyen de l'AES ?» C'est parlant parce que ça veut dire que la façon dont les peuples se comportent parle au reste de l'Afrique. Dans leur majorité, on ne peut pas faire l'unanimité. Et même au sein de l'AES, il y a naturellement toujours des reliquats de personnes qui sont là pour continuer d'essayer de défendre un système qui nous a nui et que nous voulons mettre hors service. Mais dans l'ensemble, c'est la résilience, la fierté, la volonté de changement et je pense aussi la capacité de concrétiser un changement de mentalité qui sera la seule garantie
de la pérennisation de cet effort que nous faisons dans la durée. Nathalie Yamb, une dernière question. Le haut commissaire donc, des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Autrichien Volker Turk, dans un communiqué, a dénoncé donc, a demandé l'abrogation du décret portant donc dissolution des partis politiques au Mali. Il a même demandé à ce que les élections présidentielles soient organisées dans un bref délai. Comment est-ce que vous appréciez cette déclaration donc de l'ONU? Sa maman qui fiche le camp aux gens. L'ONU. Quand on a des problèmes, ils ne parlent jamais. C'est qu'on est en train de les résoudre. Que vous voyez les gars débarquer. Qu'il aille d'abord demander à Zelensky en Ukraine de faire les élections et qu'il aille dire à l'Arabie Saoudite de mettre en place des partis politiques. Et puis il revient, on va discuter. Une réponse d'une classe exemplaire. Non, il faut que je m'en inspire, d'une classe. Mais, oh. Que c'est même la tata de qui? Non, c'est notre tata à nous tous. À partir de maintenant, sachez-le, je suis le neveu de cette dame. Oui. Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Oui, c'est la famille. C'est le sang. C'est quelque chose que je ne voulais pas vous dire depuis parce que voilà, ça pouvait créer des polémiques, non. Mais sachez-le, voilà. Si vous faites un test sanguinaire là, vous verrez. Voilà donc qui a bien dit notre invité C360 d'aujourd'hui, Nathalie Yamb, activiste panafricaniste, la dame de Sochi comme on l'appelle affectueusement. Avec elle, on parlait donc de l'AES, le point de départ d'une vraie souveraineté africaine. Nathalie Yamb, merci d'être venue. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Et on se retrouve une prochaine fois.